Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct. Pour notre brief et analyse graphique hebdomadaire, nous sommes le jeudi 3 octobre, il est 15h40 et les marchés américains viennent d'ouvrir en baisse. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires positifs. Pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube, à nos comptes Twitter respectifs. Vous êtes toujours plus nombreux à vous abonner et c'est super, je vous en remercie. Et pensez aussi à partager et à liker ces contenus. Ça permet évidemment de les valoriser. Et voilà, je ferai le suivi de la lecture de la position ouverte pour rentrer tout de suite dans le cœur du sujet du jour demain, parce qu'on a à ce stade pas de pression baissière. En revanche, on a gommé le début d'intérêt acheteur, même assez puissant sur une séance, sur la séance du 26 septembre, haussière, où on avait connu 6% de hausse de la position ouverte sur l'Eurostoxx. On a gommé tout cet intérêt. On a même eu un peu de pression baissière depuis deux séances. Et hier, alors qu'on tentait de rebondir légèrement, 0,18% de hausse sur l'Eurostoxx, la position ouverte, c'est baissé, j'allais dire effondré, c'est un peu fort, mais elle a baissé de 3%, plus de 3% sur l'Eurostoxx. Donc le cœur n'y est plus et le petit mouvement de rebond qu'on avait constaté n'est pas suivi d'effet, il n'est pas étayé. C'est la deuxième fois qu'on a cet échec de tentative de reprise. Donc dans le courant de l'été, on l'avait évoqué ensemble, le rebond du mois d'août n'était pas étayé. On voyait que tout ça se faisait sous forme de divergence entre la hausse des prix mais la baisse d'intérêt. Et ça s'est traduit par un trou d'air au début du mois de septembre. Là, c'est la même chose qui se passe, sauf que cette fois-ci, on avait eu un intérêt acheteur qui est en train de se solder. Donc on n'a pas de pression baissière à ce stade. On va voir demain, demain le 4 octobre, vendredi, l'évolution de la position ouverte à aujourd'hui. Vous savez qu'on en prend connaissance le lendemain. Donc à aujourd'hui, on saura ce qu'il en est et si la baisse du jour permet de révéler des velléités vendeuses. En tout cas, on a de ce côté-là un intérêt qui est vraiment neutralisé. C'est moins flagrant sur les indices américains où l'intérêt est globalement neutre, on va dire. Il est même plutôt un petit peu à la main des acheteurs encore, mais on n'arrive pas à reconstituer d'intérêt sérieux depuis la nouvelle échéance des marchés dérivés. On était à 5718 le 23 septembre après l'échéance, avec 2 13 000 contrats ouverts sur le S&P. Hier soir, 5709, donc quelques points plus bas, et on a environ 70 000 contrats ouverts de plus. C'est pas beaucoup, mais c'est plutôt dans le sens vendeur. Donc je retire ce que j'ai dit, c'est plutôt dans le sens vendeur globalement, même si on avait eu un tout petit peu d'intérêt acheteur, mais qui est probablement en train de s'effondrer. Donc pas beaucoup d'intérêt sur les indices américains. Un intérêt acheteur soldé sur les indices européens qui est donc pour l'instant en balance, et surtout on rompt des niveaux d'alerte sur le CAC 40 très nettement. Sur le S&P, on réintègre des résistances importantes. Sur le DAX aussi, on va aller voir tout ça ensemble. Par ailleurs, du côté des couvertures, on a de la volatilité qui se tend, puisque elle est, que je vous donne les chiffres en temps réel. Je cherche sur mon tableau. Où est-ce que c'est passé ? Ouais, 20,88 pour le Eurostoxx, pour le VEXX, et 19,80 pour le VIX. On est au-dessus des niveaux de détente, mais en revanche, on a des portefeuilles qui sont très peu couverts. L'excès était tel que, évidemment, les petites baisses des derniers jours ont fait remonter le niveau de couverture, d'où la tension sur la volatilité, mais on reste quand même dans des niveaux de complaisance sur la volatilité, clairement sur l'Eurostoxx, clairement sur le S&P, et à l'équilibre, on va dire, sur le CAC 40, mais un équilibre qui est précaire parce qu'il y a un intérêt qui est faible, qui ne s'est pas reconstitué et qui nous indique toujours, je vous l'avais indiqué déjà, que jusqu'à 7250, c'est pas un drame, mais en dessous, il n'y a plus rien, et donc un risque fort baissier. À la hausse, on sait que c'était autour de 7750 qu'on n'avait plus d'intérêt. Ça s'est traduit par le repli qu'on connaît en ce moment. Donc prudence, on n'a pas encore décroché complètement, mais les supports sont en train de rompre les uns après les autres et on n'arrive pas à retrouver de momentum. Ces deux tentatives de réactivation haussière depuis le mois d'août sont à chaque fois avortées, donc prudence dans un marché qui reste, à mon sens, dangereux. Pour ce qui est du calendrier économique, demain on aura les chiffres mensuels de l'emploi américain, les fameux NFP. Je ne vais pas me hasarder à faire ou des prévisions ou des explications, puisque j'avoue, et je vous le confie, avoir du mal à interpréter les chiffres de l'emploi américain. Cet été, au début du mois d'août, les chiffres pour le mois de juillet étaient mauvais. Les chiffres de l'emploi étaient pas bons, ce qui indiquait un probable ralentissement de l'économie, laissait entendre que la Fed serait en retard.
sur son calendrier de baisse des taux, et donc ça faisait craindre une baisse de 50 points de base. Finalement, eh bien, les marchés ont bien été préparés à cette baisse de 50 points de base pour commencer le pivot. Et puis maintenant, on a des chiffres de l'emploi, Jolts et notamment ADP hier, qui sont meilleurs qu'attendus. Donc, probablement bon, mais là, cette fois-ci, le marché réagit d'une façon différente, puisque on considère que des bons chiffres de l'emploi, c'est pas bon, parce que ce serait inflationniste. Donc j'ai l'impression que quelle que soit la lecture des chiffres, maintenant, c'est un peu négatif. La macroéconomie n'étant pas ma spécialité, je la suis, mais je ne me hasarde pas à la commenter. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'avant, il y avait un prisme systématiquement aussi, quel que soit le chiffre, et là, pour l'instant, si c'est trop mauvais, on a des craintes pour le ralentissement de l'économie, et si c'est trop bon, on a des craintes pour l'inflation, donc j'ai l'impression que personne n'est vraiment rassuré, et vous savez que l'inflation est quelque chose qu'on surveille nous aussi, parce que même si on a des ralentissements importants, on voit que les matières premières se tendent. Alors on va regarder nos indices tout de suite, et commencer comme d'habitude par notre S&P 500, en hebdomadaire, qui est bien pour la bougie qui n'est pas encore clôturée de la semaine, bute contre ce niveau de 5733, on avait tenté de le déborder. On voit qu'on n'arrive pas à le faire. Est-ce qu'on réajuste un peu notre bougie? C'est possible. 5738 peut-être avec ce plus haut. Non, ça reste dans cette zone-là. On va rester à 5733 comme plafond de verre. En tout cas, on a tenté de le déborder. On n'y arrive pas. On est toujours dans le range 5347, 5733. Attention sous ce niveau-là. Accélération baissière, c'est l'alerte de court terme sur le S&P. On en est loin, l'alerte intraday c'est 5624, on va aller voir le graphique du S&P en journalier cette fois-ci, et là on a un marché qui donc hésite. On a eu cet avalement baissier pour la bougie de lundi, tentative de débordement de la bougie précédente, et puis pardon, je vous dis une bêtise, autant pour moi, il n'y a pas d'avalement baissier, il y a une englobante, mais elle est inversée, et c'est plutôt dans le sens inverse. Donc on n'a pas de figure de retournement, on n'a pas d'élément de retournement, sauf qu'on a un échec contre un niveau de résistance clé, et pour l'instant, ça glisse gentiment sur les marchés américains. Pas la même configuration sur les indices européens. On a évidemment ce niveau intermédiaire ici sur le S&P situé avec la mèche à 5671. J'en ai enlevé un peu pour que ce soit lisible, mais 5671 est encore, on va quand même le positionner, un niveau de support clé. On l'a quasiment testé hier. Pour l'instant, on n'arrive pas à réactiver une dynamique quelconque. Donc ça, premier niveau d'alerte, l'alerte intraday, on va dire que c'est franchement 5624. L'alerte de court terme est plus lointaine, hein, comme je vous l'ai indiqué. Pour l'instant, donc c'est un mouvement d'échec contre cette grosse résistance. Même l'extension à 5829, on n'arrivait pas à la chercher. Donc autant dire qu'on n'arrive pas à se réinstaller dans le grand range suivant pour l'instant. Donc pas la peine d'insister dessus. Il y a de la défiance, de l'attente avant les événements à venir. Je réalise que je ne vous ai pas donné le détail du calendrier économique de la semaine prochaine, justement, puisque demain on a les chiffres mensuels de l'emploi américain. Mais on aura la semaine prochaine un calendrier qui va être un peu plus vide, avec mercredi les minutes de la Fed, le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed. Attention à ce qu'il n'y ait pas des déceptions dans ce compte-rendu, des éléments plus durs que ce que le marché avait compris lors du discours de Jerome Powell au cours de la dernière réunion. Les minutes, hein, je vous rappelle que c'est le compte-rendu de la réunion précédente qui est publié 15 jours après, et dans lequel le compte-rendu écrit, dans lequel on peut trouver des détails dans la formulation, dans le vocable que les opérateurs n'ont pas identifié dans le discours. Donc à surveiller quand même si ce n'est pas toujours un pivot de marché. Jeudi, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, donc un chiffre majeur d'inflation. Attention qu'il n'y ait pas de déception de ce côté-là. On sait que c'est un marché qui est un peu fragile pour l'instant. Vendredi prochain, l'indice des prix à la consommation en Allemagne et puis l'indice des prix à la production aux États-Unis, donc deuxième marqueur d'inflation. Et puis on aura en fin de semaine prochaine le début de la saison des publications trimestrielles des entreprises. C'est ça que les opérateurs attendent manifestement. On aura JP Morgan, Wells Fargo et Bank of New York aux États-Unis. Donc, je vous remets le graphique. Mais vous avez déjà les niveaux sur le S&P. On va aller jeter un œil sur le Nasdaq. On va jeter un œil aussi sur le Dow Jones après. Mon graphique est moins propre probablement, mais voilà, le Nasdaq, 19 908, c'était un petit niveau de réactivation haussière. On est allé chercher la cible suivante tout de suite, avec un plus haut à 20 273 jeudi dernier, et une résistance à 20 266 forte, qui a été vraiment, pareil, niveau d'échec. On est en train de glisser, on ne rompt pas 19 165, attention sous ce niveau-là. On repasse dans cette zone quand même de réactivation haussière. C'est pas excellent, donc prudence. De ce côté-là, sous 19 165, c'est 19 350 en mire.
Et là, on mettrait en cause le débordement de cette oblique baissière. Donc, attention, sous 19 350, 19 238, cette zone-là, elle va être charnière pour le Nasdaq pour risquer un risque d'accélération baissier complémentaire. Alors, tant qu'on est au-dessus de la ligne de tendance haussière de long terme, hein, de ce grand canal haussier au sein, je dézoome un peu sur le Nasdaq, on va se remettre en hebdomadaire. Tant qu'on est au-dessus de ce canal, tout va bien. Donc on peut largement, sur le Nasdaq, aller consolider, aller chercher la borne basse du canal. Ça fait des mouvements de baisse qui sont assez marqués. Ça paraît plausible, d'autant plus qu'on a un contexte géopolitique qui se tend. Ça fait 7-8% de baisse sur les cours actuels. Donc ça reste un scénario à envisager, 7-8% de baisse sur les indices américains, pourquoi pas. Donc prudence. Le Dow Jones, lui aussi cumule un peu les signes d'échec. 42 560, c'était un très gros niveau. Je ne l'évoque pas toujours le Dow Jones, mais on l'avait évoqué il y a quelques temps déjà à la demande de quelques followers sur Twitter. Je vous avais donné ça comme target majeur, 42 560. On a été buté dessus la semaine dernière. Échec contre ce niveau. Et là, on préserve 41 860 pour l'instant. Mais on a du mal à retrouver, à recréer du momentum pour aller plus loin pour l'instant. Ça paraît assez logique. On a cette possible structure, possible vague de Wolf. Elle n'est pas propre autant pour moi, je l'avais fait un trait d'essai. En tout cas, l'oblique haussière, on repasse en dessous, on préserve ce niveau-là. Attention, il n'y a pas grand-chose sous ces niveaux, 40 900, pareil, 30 900 ensuite, 39 800 ensuite. Donc attention à un marché qui se comporte de façon un peu fébrile depuis quelques heures, quelques jours, et puis cette grosse cible atteinte donc sur le Dow Jones aussi, sont des cibles trimestrielles, hein. Je dézoome pour ceux qui n'avaient pas vu, voilà les gros niveaux sur le Dow Jones, c'était 39 807, cible suivante 42 560. Toujours intéressant d'aller dézoomer pour avoir une photographie large, on va chercher la cible et depuis on tergiverse un peu, encore une fois, probablement dans l'attente de la saison des publications. Ce qu'on n'est pas allé voir encore ensemble, c'est le VIX. Le VIX est ici et il se tend, on est en trimestriellement, c'est un peu large, on va aller zoomer tout de suite en journalier. Le VIX, il était à mon sens, sous un niveau, sous cette oblique baissière. Il l'a débordé mardi en accélérant. La cible, la sortie de ce triangle, eh bien, ça positionne déjà les prix qui étaient... Je vais zoomer un peu que ce soit plus clair, pardon. Voilà, le bon niveau de zoom. On était donc en complaisance rapidement, on est repassé en optimisme, et là, on est en vigilance à nouveau. On a donc, je vais me propositionner en hebdomadaire, débordé pour l'instant, mais la semaine n'est pas terminée, cette oblique baissière, ce niveau de consolidation de la volatilité, on disait que des pics de volatilité comme celui qu'on a connu au cours de la semaine du 5 août, c'est rare dans l'histoire du VIX, 3 fois depuis 25 ans, et probablement il y a des répliques qui s'en suivent. Donc la cible légitime de ce triangle, c'est au moins 28, 21,62 étant la dernière résistance avant d'accélérer en termes de volatilité, mais on a repassé 18,36. Ça veut dire que les opérateurs ont pris la mesure du contexte, évidemment, mais qu'ils le font de façon modérée dans l'immédiat. Donc attention, on se tend, et tant qu'on est au-delà de 18,36, les chances de continuer à ce que la volatilité se tende est prioritaire. On a ensuite cette zone d'alerte forte au-delà de 28 avec 30,92 qui était un niveau de résistance important aussi que je conserve. Et de zones d'alerte forte, donc attention avec les chiffres et les publications à venir. On va aller voir notre indice Eurostoxx. Lui, ben voilà, il a tenté de sortir de son canal baissier de long terme, échec, et on revient pile toujours autour de notre niveau qu'on a évoqué beaucoup de fois ensemble, 4915. Pour l'instant, sur l'Eurostoxx, on le préserve, mais on n'est pas très vaillant dans ce mouvement. Si on zoome en journalier, ben voilà, tentative de réactivation haussière, échec, retour sous la borne haute du canal haussier. Il y avait un oblique intermédiaire, j'en ai beaucoup. Voilà, supprimer celle-ci, me repasse en dessous. On préserve 4915, attention sous ce niveau-là. Ça veut dire que la dynamique de reconstruction est en train de s'invalider. Et d'ailleurs, on voit que ces niveaux de reconstruction, de tentative de débordement, toute cette zone-là, elle est en train d'être testée à nouveau. 4880, c'est le dernier rempart avant 4812 et l'invalidation et l'alerte de court terme. Donc, zone d'alerte ici, 4812, 4915. On n'y est pas, mais on est quand même dans un contexte un peu lourd, et on voit que les structures de réactivation haussière ont l'air d'être bien en peine pour repartir.
Sur notre CAC 40, ben, on avait cette possible structure, hein. Là je suis en journalier sur l'indice CAC 40 cash, épaule, tête, épaule inversée, sortie, et puis donc throwback éventuel, et là on passe largement en dessous. On revient tester 7477, 7376, des niveaux qu'on regarde aussi régulièrement. C'était vraiment le niveau de réactivation en échec. La figure donc d'épaule, tête, épaule inversée, elle n'est plus bonne. L'oblique, je la supprime symboliquement, on pourra la retester, mais tant qu'on est en dessous, cette vente prioritaire bien entendu. Et donc là, les cibles haussières ne sont plus d'actualité. La figure est clairement cette fois-ci annulée, invalidée. Donc la zone d'invalidation, hein, c'était 7694, et regardez comment on a été cherché parfaitement au cours de la hausse de vendredi. La borne haute de notre vague de Wolf, là je suis en mensuel sur l'indice CAC 40 cash. On a été testé ce niveau-là, échec violent contre ce niveau, la bougie hebdomadaire en dit long. On n'a pas rompu les alertes majeures sur le CAC 40 cash, mais une configuration qui est lourde et un marché qui baisse régulièrement depuis le début de la semaine. On va aller voir le futur CAC 40. Maintenant, en 14 heures, là aussi, hein, la tentative, beaucoup de messages négatifs, hein, tentative de sortie de ce triangle symétrique qui était actif depuis la fin août, tentative de sortie avec ce gap haussier qui aurait pu être un gap de rupture, qui est donc non seulement comblé, mais en plus sous lequel on se réinstalle, donc rompu. Donc tentative de sortie, le plafond de verre à 7803, la zone de neutralisation a malheureusement fait son effet. On bute contre ce niveau et depuis on baisse sans discontinuer. Le momentum n'y est plus. La tentative de réactivation haussière de l'été a fait long feu, elle a été largement consolidée. Cette sortie par le haut est invalidée. Le niveau de neutralisation n'est pas préservé et on rompt l'alerte intraday, hein, c'est 7617, on l'a rompu déjà dès mardi. On avait tenté de préserver 7566 et aujourd'hui on ouvre parfaitement en dessous et on s'installe sous 7000 et autour de 7495, qui est vraiment le dernier rempart avant l'accélération vers 7410, qui est la médiane du range 7274, 7566. On rappelle, hein, que l'alerte de moyen terme, le dernier niveau à préserver absolument, c'est 7274. La configuration n'est pas engageante, clairement. Pour l'instant, le message est négatif. Il faut vraiment repasser au-delà de 7566, au moins, et même 617, pour reconstruire quelque chose, invalider ce mouvement baissier qui est pas de bon augure. Il faut le confirmer. Alors, je voulais qu'on aille voir nos benchmarks du marché. Vous savez que depuis plusieurs semaines, je vous propose d'aller regarder quelques valeurs dont je pense que les configurations graphiques sont de nature à déclencher des baisses complémentaires. Eh bien, c'est le cas pour Airbus, sur laquelle je vous disais que j'étais assez dubitatif. Voilà Airbus qui était inscrite dans un triangle, si on veut le voir comme ça, ici et là. Le triangle est rompu depuis 48 heures et la structure de retournement épaule, tête, épaule ici, donne pour cible idéale 113,20 autour. Le triangle, si on le duplique par le bas, hein, le triangle c'est généralement, on le rappelle, hein, ce triangle symétrique qui est ici, une structure de continuation dans 60% des cas. Eh bien, ça se confirme ici, on sort par le bas du triangle, on n'arrivait pas à repasser la médiane à 135,10, hein, vous vous souvenez qu'on était calé entre 128,34 et 142, que pour moi l'alerte était donnée si on rompait 128,34, ça fait 2 jours d'affilée qu'on est installé en dessous. On n'accélère pas pour l'instant, mais la cible et la zone cible idéale, c'est jusqu'à 112 pour Airbus, niveau de support majeur, hein, ce niveau de 113, 112, et des extensions donc possibles à la baisse. Donc on est assez mitigé évidemment quant à la configuration globale, selon quelle que soit la figure qu'on veuille regarder pour la configuration de ce marché. Parmi voilà, les valeurs du luxe, hein, on avait Kering, dont on avait, n'est-ce pas, en effet enregistré un rebond intéressant, mais voilà, on est en train de rompre 241, qui est un niveau de support intermédiaire important. Je vous avais dit que sous 304, c'était pas un bon signal, et que la cible c'était 197,04. On n'arrive même pas à rallier 276,50. On a certes payé avec un peu de volume, mais les 3 derniers jours indiquent déjà qu'on baisse avec des volumes significatifs. On a eu des gaps à la baisse et encore un gap aujourd'hui. On va voir si on arrive à préserver ces niveaux, mais encore une fois, les cibles complémentaires à la baisse semblent probables. Si on va aller voir les autres valeurs du luxe, puisqu'on y est, je vais vous montrer LVMH. Alors LVMH, elle évolue, je remettrai le triangle ensuite.
triangle inversé, peut-être un signe de mieux pour la suite, mais elle évolue au sein d'un canal baissier, alors avec des sorties par le bas, mais le niveau était pas mal travaillé. Si on regarde en journalier, voilà pourquoi je le conserve, parce que voilà, on en est sorti, pour l'instant on s'appuie dessus. C'est peut-être un throwback pour avoir des nouvelles un peu plus positives. 657,5 est préservé ou relativement pour le moment. Attention quand même à la rupture de ce niveau. On n'a pas de figure de retournement haussière. On avait au mieux quelques divergences qui permettaient d'envisager un rebond, et qui a été plus que puissant, porté et dopé par la Chine, par des excès de vente à découvert. Attention à des accélérations baissières complémentaires. On a cette ligne de long terme qui pourrait être une cible. On rappelle qu'LVMH, je vais mettre en mensuel pour donner des éléments plus lisibles. LVMH, elle avait évolué au sein d'un canal aussi assez propre jusqu'en 2020, qu'elle avait débordé par le haut. Ça peut être des cibles complémentaires d'aller chercher la borne haute de ce canal, donc des extensions possibles jusqu'à autour de 580, 563, selon le moment où le niveau sera cherché. Pour l'instant, encore une fois, la configuration n'indique pas de figure de retournement haussière de long terme. Regardez une figure de retournement baissière qu'on avait bien identifiée ensemble. Ça s'était construit sur LVMH de la semaine du 9 janvier 2023 jusqu'à la rupture au 31 juillet 2023. Vous voyez, c'est des figures qui prennent du temps à être construites. On a ici 6-8 mois avant de retourner la tendance. Là, on avait accumulé avant de former cette figure de retournement. Là, pareil, la figure de retournement, elle s'est construite de la semaine du 5 février jusqu'à l'accélération à la semaine du 20 mai. Donc, vous voyez, février-mai, ce sont des périodes longues. Et là, on n'a pour l'instant pas construit de structure assez solide. Et puis, on n'a pas de figure de retournement, une fausse sortie, une réintégration. Pour l'instant, on est en balance, mais encore une fois, ce n'est pas très engageant sur cette valeur. L'Oréal, je vous avais montré la vague de Wolf il y a au mois de mars, détectée au mois de mars dernier. Manifestement un peu tôt, on avait tergiversé, mais on l'avait réintégré. Attention donc à des accélérations. J'ai bougé ma flèche, mais la flèche, la cible, je vous rappelle que c'est toujours la ligne formée par les points 1 à 4. Je vous renvoie aux autres vidéos pour plus de détails sur la vague de Wolf, puisque je l'ai évoqué souvent. Mais voilà, L'Oréal est vraiment entre deux eaux. Si on regarde en hebdomadaire, la photographie 407,20 a été vraiment un gros niveau de rejet. Pour l'instant, on est au-delà de 386,40, on ne l'enfonce pas, mais pareil, le momentum n'est pas bon, les volumes ont été un petit peu mieux dans le mouvement de hausse, mais quand on regarde dans le détail, certes la séance de hausse du 26 septembre a été importante en termes de volume, mais les 3 séances de baisse consécutives ont été au moins aussi conséquentes, voire plus. Donc en fait, l'amplitude de la hausse justifie le volume, mais ensuite l'amplitude de la baisse ici indique bien que le mouvement est aussi important en termes de volume quand on regarde des amplitudes équivalentes, des amplitudes de variation équivalentes. Donc attention, sous 386,40, on a 369,60 qu'on avait déjà testé, et puis le bas de la vague de Wolf qui renvoie vers 336,30 pour être précis en mensuel. Donc attention à ces configurations-là. Stellantis, c'était notre pire élève du mouvement. Alors évidemment, ça se confirme maintenant de façon assez brutale. Elle perd encore 4% aujourd'hui, Stellantis. La figure, on l'avait regardé plusieurs fois ensemble, tête-épaule inversée, qui avait commencé à se former à partir du 27 novembre, mais c'était l'échec contre 24,64 au mois de mars dernier, et puis la petite deuxième épaule ici, sortie avec des volumes importants. La cible donnée par cette structure, c'est bien 10,02, 10,22. On est en passe de la rompre, et on se souvenait qu'il fallait absolument préserver 13,87. Cette fois-ci, c'est enfoncé avec des volumes lourds, et même aujourd'hui, dans ce baisse de 4%, on a encore des volumes qui sont déjà un peu significatifs, alors que le marché n'est pas clos. Donc attention, encore 15% de risque sur Stellantis. Bien sûr, si on reconstruit au-delà de 12,249, et puis encore mieux de 13,87, on pourrait envisager quelque chose, mais à ce stade, il n'y a rien qui indique de cessation, de fin de cette baisse. Je voulais vous montrer aussi quelles autres valeurs. Oui, il y a Aramis parmi des choses un peu plus constructives qui se comportent toujours bien, qu'on a conservé, sur laquelle on a pris une partie de notre bénéfice. Vous vous souvenez de cette grosse structure de retournement, je vais la mettre en mensuel, Aramis. Voilà, elle a consolidé sous ce niveau, sous cette oblique
depuis avril 2022. Elle en est sortie franchement en septembre. Le parcours reste haussier, même s'il pourrait y avoir un petit peu de throwback et retester 5,46 avant d'aller chercher 8,73 au moins. Donc il y a des titres sur lesquels c'est un peu mieux. Je ne suis pas complètement noir sur ce marché, mais je m'attends à ce que le trou d'air et la consolidation ne soient pas terminés. Donc voilà, pas des éléments extrêmement engageants pour l'instant. Par ailleurs, on va aller voir notre panier de valeurs Commodities, un panier de pétrole, gaz et autres matières premières. Échec qu'on avait eu ici, maintenant je peux l'enlever contre 23,44, mais ce rebond et un regain de hausse sur les matières premières assez marqué depuis quelques jours maintenant, quand on le prend sous forme de panier, avec donc cette configuration haussière, accélération probable au-delà de 23,44. Si on zoome même en journalier, on a carrément des gaps, bon, ce sont des ETF, donc il n'y a pas toujours le même comportement, mais on voit ce double appui qui a permis, donc au-delà de 20,85, qui a permis d'accélérer. On s'approche d'une cible importante, donc ça peut se calmer un petit peu, mais ça reste tendu. Si on regarde le Brent, je ne vous en parle pas beaucoup parce que pour moi c'était baissier, il n'y avait pas vraiment de tendance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le Brent? On a réagi au-delà de support intermédiaire que je n'ai pas indiqué ici, ce n'est pas le plus intéressant pour l'instant. Ce qui est intéressant ici, c'est 75-66, c'était un gros niveau pivot. On avait accéléré en dessous, on avait buté dessus le 24 septembre, et là on est en train d'attaquer ce niveau-là, et puis l'oblique haussière de long terme, au-delà de laquelle le Brent évoluait depuis juin 2023, préservé systématiquement. Alors j'aurais pu le retracer un peu de quelques points, voilà, on va retrouver notre oblique de façon parfaite, il y a des ajustements, mais on est en train de rattaquer cette oblique et de rattaquer 75-66. Attention, évidemment, dans ce contexte de tension autour du Proche-Orient et du risque de tension sur le pétrole. Ça fait partie des actifs qui sont à mon avis à surpondérer maintenant qu'on a des tensions, des hausses avec du volume. Même si on n'a pas une figure de retournement idéale, on a quand même cette petite structure. On peut voir donc un double appui sur ce niveau de support à 69,94. Et donc les extensions de cette figure donnent 81,74 et pourquoi pas 82,84 comme cible en mire. Donc probablement à surveiller pour les jours qui viennent. Le cuivre a buté sur un gros niveau de résistance, il est un peu en stand-by pour l'instant et en latéralisation après un rebond important au-delà de 4,03. 4,69 reste un plafond de verre manifestement, mais à mon avis toujours à conserver, même si on a eu ce rejet. À court terme, on peut prendre du bénéfice si on est rentré un peu plus bas, d'autant plus qu'on avait ce double appui aussi et qu'on a été chercher la cible idéale, la duplication de cette zone formée depuis fin juillet, et donc on avait débordé le 19 septembre. Un coup d'œil du côté du gaz naturel sur lequel je reste très haussier. On a pareil un signal très intéressant, cette grande vague de Wolf que je vais reprendre en graphique hebdomadaire et donc dont la cible se situe à court terme aux alentours de 4,47, 4,62 semble être un niveau de résistance important sur le gaz qui baissait très fortement. Alors ça fait 80% de hausse, je sais, mais si on regarde le gaz sur le long terme, vous voyez que c'est pas grand chose d'aller rechercher des niveaux comme 4 après le plongeon qu'on connaît sur le gaz depuis septembre 2022 et contrairement à ce qu'on avait anticipé les opérateurs. Donc toujours haussier, toujours un signal intéressant sur le gaz. 2,93,6 est un plafond de verre à passer une grosse résistance. Il y a des intermédiaires, mais j'ai simplifié le graphique. On va avoir probablement une zone de résistance ici autour de 3,14. Après c'est 3,55, 3,96. Invalidation à très court terme sous 2,93,6, mais c'est surtout 2,69,6 sur le gaz naturel futur. Donc c'est le futur échéance novembre 2024 que vous avez ici. Donc on n'a pas tous les mêmes repères, je sais, selon les sites sur lesquels on regarde. Moi j'utilise, vous le savez, ProRealTime Time avec un petit différé de 10 minutes, mais en tout cas le signal reste haussier sur le gaz. Attention, on a encore beaucoup de marge, donc évidemment sur l'ensemble des matières premières.
Sur l'or, ça patine un peu contre 2676, premier niveau de résistance qu'on avait indiqué. On bute dessus depuis 2 semaines. L'extension, c'est 2827 pour les investisseurs de long terme. À court terme, ça peut donner des petits signes de fragilité sur l'or, mais encore une fois, si les tensions se poursuivent, on peut accélérer, on n'a pas de signaux francs dans un sens comme dans l'autre. Ça patine un peu après un très beau parcours de l'or qui a touché une cible. Donc haussier long terme, peut-être un tout petit peu prudent à court terme. Sur l'argent, c'est pareil. 31,76, c'était un gros niveau. On avait détecté une possible petite vague de Wolf aussi. Extension haussière, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Vague 5, on débordait, et puis on est repassé en dessous. On a préféré sortir parce que le marché est trop volatile, que c'est pas le sens de long terme, la baisse. Donc on avait fait une stratégie dynamique baissière, on a préféré sortir rapidement plutôt que de s'entêter, mais attention à cette possible retour aux alentours de 29,85, 29,25, repli sur l'argent qui sera évidemment à exploiter pour rentrer acheteur. On préfère d'ailleurs travailler dans le sens de la tendance de long terme plutôt que de contrer un mouvement de fond qui me paraît fort. Le palladium aussi, alors lui, je vous avais dit que j'avais pas de figure de retournement, qu'on le regardait, mais qu'on n'avait pas de grande figure, mais l'arrêt d'un mouvement baissier, on a été buté contre 1120, et pour l'instant, là, c'est moins fort. Palladium est moins... pardon, je déplace ce niveau de résistance... Voilà, 1377 était une première cible possible au débordement de 1120. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Et on reflue un peu. Il y a cette oblique baissière. Attention à surveiller sur des niveaux de support autour de 979. Sur le palladium, ça pourrait être des points d'entrée, 946, 979. Mais pour l'instant, on n'a rien qui invalide la baisse, si ce n'est que les volumes sont très faibles sur le palladium. Voilà ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je ne montre pas beaucoup d'autres valeurs. Je réfléchissais en même temps que je vous parle, si j'ai oublié des choses. Mais je crois pas. Pas beaucoup d'autres valeurs aujourd'hui que je vous montre. On aurait pu regarder un peu les pétrolières pour l'instant. Total tient effectivement bien. Où on a vu des réactions positives sur Valorex, sur lesquelles je reste positif, même si elle teste des niveaux de support, même si c'est une des valeurs les plus shortées. Attention à des short squeeze aussi, donc dans le sens positif pour les acheteurs. Ça fait partie des valeurs que on regarde aussi. On a vu de très belles réactions d'ESSO. Morel-Epron est allé sur un niveau de support aussi important et une réaction haussière à surveiller. Donc il n'y a pas que du négatif dans ce marché. Les télécoms continuent à surperformer, même s'il y a un peu de consolidation. Biomérieux, son parcours est pas mal aussi. Donc on a quelques titres comme ça, mais c'est pas le sens pour l'instant d'aller regarder les titres haussiers. On est un peu en situation d'attente d'un risque baissier plus marqué, et les déclencheurs d'une accélération baissière sont nombreux dans les jours à venir, avec comme juge de paix les résultats trimestriels des entreprises qui vont arriver bientôt. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à toutes et à tous, et on se retrouve de toute façon régulièrement pour des suivis de marché. Je posterai l'état de la position ouverte dès demain, parce qu'il va être vraiment intéressant de voir si cette séance de baisse, cette fois, a fait l'objet de pression baissière. Ça voudrait dire que, non content d'invalider le soutien acheteur, on a des vendeurs qui se manifestent maintenant. Ils doivent être un peu timides parce que compte tenu de la force du marché, notamment le marché américain ces derniers temps, et des rebonds systématiques qu'on a connus, et de la puissance du rebond sur le luxe la semaine dernière, il y a peut-être moins de velléité de shorter ce marché, mais en tout cas, on a des signaux qui nous permettent de penser qu'il pourrait se manifester à nouveau. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à toutes et à tous.